Bon, eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, attendez, faut que je m'habitue. Voilà. Bon. Euh, après pas moins d'une trentaine de conférences de la Compagnie nationale des experts sur les biens culturels auxquels vous avez assisté, la plupart, il était temps de parler un peu de ceux qui ont animé ces séances. Et je veux dire les experts. Et d'abord, première question, qu'est-ce qu'un expert? Alors, si on va dans le Larousse, on voit que c'est l'expert, c'est celui qui est versé dans la connaissance d'une chose par la pratique. Bref, on peut dire que dans l'encyclopédie, comme pour le sens commun, l'expert, c'est la compétence. Et tous les objets que vous avez vus au cours de ces conférences, qui vous ont été présentés, commentés au cours de ces conférences par les experts de la CNE, eh bien, on peut dire que sans les experts, précisément, eh bien, il serait resté des potentialités. Vous voyez, sans expert, l'objet d'art, le livre ancien, le meuble reste à l'état de potentialité. Sans expert indépendant, pas de garantie. Il serait resté des potentialités, par exemple, ne serait-ce que euh, pour ma spécialité, ce papier jauni, il faut qu'il y ait un sachant pour vous dire, bon, ça, il s'agit là d'une lettre de Louis XIV, par exemple. Donc, on peut dire, si on veut résumer, que l'expert, c'est le dépositaire, à un moment donné, de siècles de recherche et de compétences accumulées. Seulement, problème, vous le voyez, je suis expert, tu es expert, il est expert, nous sommes experts, vous êtes expert, ils sont tous experts. Parce que ce titre d'expert n'est pas protégé et que donc n'importe qui peut se prévaloir de ce titre d'expert. Vous-même, si demain matin vous décidez, en fonction de vos humeurs, de mettre sur une carte de visite que vous êtes expert en manuscrit, en tableau ancien, en mobilier 18e ou en bande dessinée, vous en avez tout à fait la possibilité. Il reste que dans ce qu'on peut appeler déjà, parce que on voit se multiplier ces experts autoproclamés, on voit se multiplier les comités d'experts d'expertise en ligne. Donc, dans ce qu'on pourrait appeler dans cette jungle, même dans cette jungle, eh bien, tous les jours, on peut dire que aussi bien dans les galeries, aussi bien dans les salons, aussi bien dans les ventes publiques, chaque jour, malgré cela, il y a des centaines d'objets qui passent de main en main et qui ont été identifiés par des experts indépendants. Ça va du manuscrit de Rimbaud à la statue de Gaunt, en passant par un buste de Rodin, parce que sans l'expert, eh bien, reprenons les uns après les autres, sans l'expert, l'amateur, qu'est-ce que devient l'amateur? L'amateur est complètement démuni. L'amateur qui a besoin d'une garantie sans expert ne peut pas bénéficier d'une garantie fiable. Prenons l'organisateur de salon. L'organisateur de salon, s'il n'a pas d'expert lui-même pour passer avant l'ouverture de son salon pour écarter les objets faux, ben, qu'est-ce qu'il est? Je veux dire, le marqueur fort d'un salon, c'est son vetting, c'est sa commission d'admission des objets. Donc, c'est les experts qui composent cette commission d'admission des objets. Même chose dans une vente publique sans expert. Un opérateur de vente publique, un commissaire-priseur, c'est un généraliste. Et donc, pour tout ce qui est vente de spécialité, il a besoin évidemment d'un expert. Cela dit, l'activité même d'expert, qui est la mienne, qui est celle de tous ceux qui vous ont présenté des objets, bien, elle nécessite quand même un certain nombre de conditions qui sont décisives. Première chose, l'indépendance. L'indépendance, moi, je sais que comme président de la Compagnie nationale des experts, lorsque je reçois de nouveaux adhérents dans la réunion ultime, eh bien, je leur parle évidemment des connaissances, de l'expérience qui sont accumulées, parce que nous avons fait notre enquête, on sait qu'ils sont dignes de foi, qu'ils ont tout à fait leur place dans leur compagnie du point de vue des connaissances, de l'expérience, mais j'insiste en particulier sur un troisième volet qui est l'indépendance. L'indépendance qui est capitale, l'indépendance tant au regard des pouvoirs publics que des fonds spéculatifs ou des fonds privés qui se développent actuellement. Alors, la question d'indépendance, comment est-ce qu'on peut, il faudrait essayer de la résumer en un mot. On peut prendre l'exemple des ventes publiques. Dans certaines maisons de vente, on a ce qu'on appelle des spécialistes salariés. Et puis ailleurs, à Drouot par exemple, on a ce qu'on appelle des experts indépendants. Quelle différence y a-t-il? Alors là, on parle d'indépendance. Quelle différence y a-t-il? Eh bien, c'est que
Dans un cas, dans le cadre du spécialiste salarié, vous avez un contrat de travail, donc vous avez un rapport de subordination entre ce spécialiste et son employeur, si je puis dire, alors que l'expert indépendant, lui, est en principe totalement indépendant. C'est ce que d'ailleurs, donc là, je crois qu'on peut essayer déjà de comprendre cette notion d'indépendance. Et c'est ce qu'a tout à fait bien traduit dans une phrase un expert que j'ai interrogé dans le cadre d'un rapport que je devais effectuer sur ce problème, qui est passé de spécialiste salarié à expert indépendant et qui dit la chose suivante: quand j'étais spécialiste salarié, ma première loyauté allait à l'employeur. Aujourd'hui, expert indépendant, ma première loyauté va à l'objet et au vendeur. Alors ça, je crois que c'est une façon déjà de comprendre cette question d'indépendance. Mais en même temps, il faut comprendre que cette indépendance, qui est capitale pour le métier de l'expert, cette indépendance, elle a un prix. Cette indépendance, elle se gagne, et cette indépendance, elle se défend. Avec un exemple. Un exemple, la question qui a été posée avec l'affaire Aristophil. Aristophil, vous savez, cette entreprise fondée sur des promesses de dividendes, d'intérêts à partir de manuscrits qui étaient proposés avec des plus-values, des promesses de plus-value, qui est considérée comme une escroquerie supposée, puisque le procès n'a pas encore eu lieu. Il reste que le scandale, et en tout cas les gens ruinés, existe réellement, et puis c'est un des plus gros scandales du marché de l'art depuis la guerre, puisqu'il porte sur environ 1 milliard. Donc ce personnage qui est arrivé sur le marché des manuscrits et qui a fait un calcul, qui a considéré que c'était un secteur dans lequel la spéculation ne s'était pas encore installée et que donc il y avait une marge importante de plus-value. Et donc, pour son entreprise, avait besoin d'une certaine respectabilité au départ et donc avait besoin de s'entourer d'experts. Et il a trouvé des experts, puisque un certain nombre d'experts, aussi bien dans les vidéos promotionnelles de cette entreprise, montrent ces experts qui sont là pour cautionner un peu cette entreprise, qui eux-mêmes ont été invités dans des réceptions de cette maison Aristophil, ont reçu des cadeaux, un stylo d'or, des récompenses. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait preuve d'une très grande perspicacité. Mais en tout cas, on voit donc là aussi l'influence et le poids que peut avoir l'argent dans ce domaine et le poids des avantages acquis qui peuvent peser effectivement sur cette notion même d'expert et qui peuvent remettre en cause d'une certaine façon son indépendance. Il reste que, bon, comme vous le voyez, chaque jour, malgré ça, malgré tout cela, malgré ces problèmes, malgré ces entreprises diverses, chaque jour, malgré cela, des centaines d'objets sont identifiés par des experts indépendants, du bureau Louis XV au bijou Cartier, en passant par une photo de Man Ray. Parce que si on reprend l'exemple d'Aristophil, il y a quand même eu quelques experts pour s'opposer à cette démarche et pour préserver leur indépendance. On pourrait citer, pour illustrer cela, vous connaissez peut-être la fable du chien et du loup et du chien, ou du chien et du loup de La Fontaine, où le loup affamé, exsangue, se présente à la porte d'un domaine et voit un chien à l'entrée qui lui promet le gîte et le couvert, lui dit qu'il aura une belle vie. Le loup est prêt d'accepter et au dernier moment, on demande au chien: mais quelle est cette marque que je vois sur ton cou? C'est la marque du collier que mon maître me met tous les soirs. Je crois qu'on a là, et donc le loup s'en va immédiatement, on a là un peu une illustration de ce que représente et du prix de cette indépendance qui est vraiment la condition sine qua non d'une expertise véritable, sincère, honnête. Alors, donc l'indépendance qui est capitale, mais il y a un autre problème qui est concomitant, c'est-à-dire que si vous avez l'indépendance, c'est essentiel. Mais en même temps, il faut que votre métier, vous puissiez l'exercer, je dirais, en toute sécurité. Et ça, c'est le deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir, parce que la sécurité, évidemment, est capitale. Moi, je me souviens, j'étais à un moment donné co-responsable du vetting de la Biennale des Antiquaires au Grand Palais.
Et je me souviens que c'était au moment où a éclaté le scandale du mobilier 18e et que j'ai eu un mal fou à composer la commission du mobilier 18e qui était chargée de passer entre les stands et d'écarter les objets qui ne convenaient pas ou qu'il fallait écarter. Et je me souviens avoir subi des menaces précises, importantes, et je me souviens que les membres de la commission eux-mêmes ont subi des menaces très, très importantes. Donc, encore une fois, c'est cet exercice du vetting, ou cet exercice du métier d'expert, je veux dire, n'est pas simple et que bien souvent, on est en but à un certain nombre de problèmes qui se concrétisent sous la forme de menaces parfois très importantes. Un autre exemple, toujours pour en revenir à l'affaire Aristophile. Dans l'affaire Aristophile, vous voyez la découverte chez Gérald Héritier de dossiers de filature de 2 responsables des Archives nationales, d'un ancien dirigeant du syndicat des libraires et d'un journaliste ne devrait ni arranger sa réputation, même si son avocat glisse que les filatures n'ont rien d'illégal. Ça veut dire que les menaces dont nous parlons, eh bien, elles sont exprimées dans ce cas-là par le fait qu'un certain nombre de personnes, dont un expert, ont été suivies par des détectives privés sur ordre de la maison Aristophile qui considérait que ces gens constituaient une menace. Donc là aussi, vous voyez comment le métier d'expert n'est pas un métier de tout repos forcément et que parfois on se trouve, lorsqu'on s'oppose à des intérêts qui peuvent être très importants, comme dans le cas d'Aristophile, on se trouve en but à un certain nombre de menaces diverses. Mais là, en particulier, cette question d'une filature. Toujours pour en rester dans le domaine, parce qu'il faut aller élargir un petit peu ce problème de la sécurité de l'expert, vous voyez, l'explosion du marché de l'art, les sommes en jeu colossales, le retour sur investissement attendu, les pressions sur l'expert sont énormes. Et effectivement, nous sommes dans une situation bien particulière du marché de l'art qui dure depuis quelques années, où il y a une multiplication des grandes fortunes, où il y a eu la crise des subprimes, où les paradis fiscaux sont de moins en moins intéressants, de plus en plus surveillés, et où donc vous avez un afflux d'argent massif sur le marché de l'art. Et donc, dans ce cadre-là, la décision de l'expert peut correspondre à une plus-value très importante ou à une perte sèche pour ces nouveaux acteurs du marché de l'art, qui n'ont pas toujours à voir avec ceux que nous avons pu connaître dans les années précédentes, des passionnés, parce que de plus en plus, les intérêts en jeu sont des intérêts, par exemple, d'optimisation fiscale, de spéculation ou même parfois de blanchiment. Donc des acteurs avec lesquels on ne plaisante pas. Et on a vu se multiplier ces dernières années une judiciarisation exponentielle, si vous voulez, des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui, par le fait d'une décision d'un expert, considère qu'il a perdu de l'argent, peut considérer qu'il est en droit de faire un procès pour perte financière due à l'expression d'une expertise et donc à la décision d'un expert. Ce qui fait que dans cette situation, judiciarisation qui se multiplie, menaces physiques, menaces diverses, eh bien, un certain nombre d'experts se mettent en retrait. Un certain nombre d'experts considèrent que il n'est plus possible de faire d'expertise dans ces conditions et que donc, par rapport à cela, considèrent que leur métier n'a plus de sens et se réfugient dans d'autres activités. C'est une constatation que j'ai pu faire moi, si vous voulez, à l'intérieur de la CNE, avec les membres de la CNE, où j'ai eu ces discussions avec un certain nombre d'experts. Alors, cela dit, j'en reviens, c'est presque comme un refrain, et malgré tout, malgré toutes ces difficultés, chaque jour encore, des centaines d'objets sont identifiés par des experts indépendants, du sarcophage égyptien au dessin d'Hergé, en passant par un tableau de Delacroix. C'est-à-dire que malgré tout cela, il y a quand même une résistance, les experts continuent, il y en a qui retirent le tapis, il y en a qui se mettent en retrait, et puis il y en a beaucoup d'autres qui continuent, donc qui font leur travail en toute indépendance, en tout cas en essayant de résister à toutes ces difficultés. Et je voudrais vous donner un exemple de ces difficultés et comment les experts essaient de les surmonter. À un moment donné, l'hôtel Drouot
pour ces, ça s'appelle pas des temps forts, mais enfin pour les moments où il y a des ventes collégiales avec des objets importants, pensait à juste titre qu'il était nécessaire d'organiser une forme de vetting, c'est-à-dire une commission d'admission des objets, c'est-à-dire qu'en accord avec les compagnies d'experts, faire que des experts viennent pour observer, pour étudier, pour identifier les objets les plus importants qui risquaient par exemple de se retrouver sur la couverture de la Gazette ou en photo dans la Gazette. Et donc, il était nécessaire qu'il y ait, disons, une double expertise. Voilà. Et l'expérience que j'ai vécue, moi, dès le début de cette collaboration avec Dro, c'est lorsque nous avions expertisé un certain nombre d'objets. Et donc, la première fois, je suis venu avec des experts de la compagnie qui étaient spécialisés dans les objets concernés et qui, lorsqu'ils sont arrivés dans la salle, m'ont carrément fait comprendre qu'il n'était pas question qu'ils participent à ce vetting parce que les objets en question étaient présentés par quelqu'un qui était un apporteur d'affaires, quelqu'un qui était douteux. Donc, ces objets, bon, il y avait un problème. C'était quelqu'un avec qui ils avaient des procès régulièrement, qui perdait, enfin, qui gagnait, mais qu'il perdait du temps, de l'argent, et que donc, dans ces conditions, ce n'était pas possible. Et puis, en plus, c'était très difficile, délicat pour eux de faire cela. Bon. Donc, il a fallu trouver une solution. Et on a trouvé une solution. C'est-à-dire que les experts viennent, et à nouveau viennent, on peut dire qu'ils viennent, mais ils font un rapport sur les objets qu'ils ont vus, et au lieu de transmettre ce rapport nominalement par eux-mêmes, si vous voulez, ils transmettent ce rapport à la compagnie, au président de la compagnie, qui lui fait un rapport d'ensemble et qui transmet ce rapport d'ensemble. Donc, il y a une protection des experts, il y a une protection de l'anonymat des experts, non pas pour se réfugier, non pas pour se cacher, mais pour protéger les experts. Et donc, c'est la compagnie qui assume les décisions prises par l'ensemble par ses membres lors de ce vetting. Donc, vous voyez qu'on trouve des moyens et qu'on réussit à surmonter les obstacles, en tout cas à résister et à faire que les experts soient d'une certaine façon protégés dans leur activité même d'expertise. Alors donc, il y a cette question de l'indépendance, on l'a vu, il y a la question de la sécurité, on l'a vu aussi, et puis il y a aussi une question qui est très importante, qui n'est pas secondaire, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour quelqu'un, pour un expert en particulier, sinon sa réputation. Donc sa réputation, elle est engagée et parfois elle est engagée bien malgré lui, la réputation de l'expert en général, parce que il y a un certain nombre d'activités, ou plutôt de responsabilités d'experts déjà en vue, qui font que ces responsabilités retombent sur l'ensemble de la profession. Alors, la première chose qui va, je dirais, de la plus soft, mais qui est parfois gênante, c'est lorsque, par exemple, des experts, et ça nous est reproché assez souvent, certains experts se retrouvent jouer les ordonnateurs des catalogues de tel ou tel artiste, toute discussion revendiquant une forme d'indépendance est alors bannie. C'est-à-dire que vous avez des experts qui font une sorte d'étude de marché et qui remarquent et qui constatent qu'un auteur ou un artiste est un peu, disons, comment dire, en déshérence. Et donc, il y a possibilité de constituer un comité. Donc, ils constituent un comité sur cet artiste et désormais considèrent que c'est eux qui font la loi dans ce domaine. Et donc, ils se font verser des royalties pour l'authentification, pour des certificats. Et donc, tout cela va, si je puis dire, à l'encontre de la liberté d'opinion et l'indépendance des experts en général. Bon, ça, c'est un des reproches qu'on peut nous faire, mais je dirais qu'il est finalement qui est assez secondaire parce que l'expert principal, la difficulté principale, c'est beaucoup plus celle-ci que vous voyez maintenant apparaître à l'écran, c'est-à-dire à travers l'exemple du faux mobilier 18e. Vous voyez comment Versailles s'est fait escroquer, de fausses chaises 18e vendues plusieurs millions au château. Le scandale agite le monde très opaque des antiquaires. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela est grave, évidemment, d'une façon générale, mais en particulier pour les experts ? Parce que
il se trouve que le faussaire principal dans cette question était le plus grand expert du XVIIIe siècle, le plus grand expert du mobilier du XVIIIe siècle. Et que donc, cet expert avait la confiance de tout le monde, la confiance des institutions, la confiance du milieu, la confiance du marché, la confiance de ses confrères. Et donc, il a trahi cette confiance puisque c'est lui qui est au cœur même de l'escroquerie et de ces faux meubles. En même temps, un expert qui aujourd'hui, bon, qu'on voit un peu partout, et puis on voit surgir des raisonnements expliquant que, bon, après tout, il est flamboyant, c'est un dandy, il est merveilleux. Bon, alors, je ne sais pas ce qui est le plus grave. Est-ce que c'est par exemple le fait qu'à partir de cet exemple, on entend dire, bon, bah, t'es un escroc, mais tous les experts sont plus ou moins des escrocs. Donc, ça rejaillit de façon très négative sur les experts, sur notre métier. On est des escrocs, on est les mieux placés pour établir des faussaires. Je ne sais pas si ce qui est le plus grave, c'est ça, ou bien le plus grave, c'est justement le fait qu'il apparaisse aujourd'hui de plus en plus comme enfin, en tout cas, on le fasse apparaître, et lui-même joue le jeu d'un dandy. Et donc, l'idée que finalement, tout cela n'est rien qu'un jeu. C'est un peu comme dans la cour d'école, pas vu, pas pris. C'est pas très sérieux. Je pense que je ne sais pas ce qui est le plus grave des deux. C'est-à-dire, d'une part, soit considérer que bon, c'est des escroqueries à l'état pur, soit considérer, ben non, finalement, c'est pas grave, il y a une part de romanesque. Alors, je sais bien que c'est plus romanesque le faussaire, c'est plus romanesque le dandy que l'expert laborieux qui fait son métier régulièrement. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pèse aussi sur notre profession et qui jette un discrédit sur l'ensemble des experts et donc est absolument très, très négatif. Pourtant, pardon, ça revient comme un refrain, mais malgré tout cela, malgré les difficultés pour défendre son indépendance, malgré les difficultés pour obtenir un minimum de sécurité, malgré les difficultés parce qu'il y a un discrédit qui est jeté sur cette profession, et bien, chaque jour, malgré tout, des centaines d'objets sont identifiés, je répète, par des experts comme ceux que vous avez vus pour vous faire vos conférences dans la CNE, par des experts indépendants. Ça va de l'objet précolombien à la monnaie royale, en passant par une céramique ancienne. Encore et encore, des experts qui sont là, qui font le boulot, si je puis dire. Bon. Et c'est capital, ça, qu'il y ait ce maintien, le maintien de cette activité, le maintien des experts, le maintien de l'expertise, parce que ce qui s'est passé avec le faux mobilier 18e et cet expert, ce grand expert qui est devenu le faussaire. Je veux dire, c'est pas du dandisme. Pour moi, c'est une forfaiture. Pourquoi? Parce que d'abord, parce que ça jette le discrédit sur tous les autres, et en même temps, parce que ça relève d'une question fondamentale. L'expert n'est pas le propriétaire de son art. L'expert n'est pas le propriétaire de son art, il n'en est que le dépositaire, parce que son art lui-même est le produit d'activités de génération et génération qui l'ont précédé, non pas pour que lui-même se serve de cela pour faire des escroqueries, par exemple, mais pour que lui-même transmette cet art à ceux qui lui succéderont en ayant essayé de l'améliorer. Donc, encore une fois, c'est scandaleux à plus d'un titre, non seulement parce que ça pèse sur notre activité d'expert, parce qu'on dit, ben non, les experts, bon, faussaires, experts, etc., mais en même temps parce que ça crée une rupture, disons, dans la conception même qu'on peut avoir de l'expertise. Et ça me paraît plus grave peut-être. Alors bon, vous voyez que je suis revenu à chaque fois, j'ai parlé d'indépendance, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de compétences, et à chaque fois, j'ai établi les obstacles et les difficultés pour toujours terminer un peu comme une chanson avec un refrain pour vous dire, et pourtant, tous les jours, des experts font le travail. Alors, on pourrait considérer ça comme, c'est d'ailleurs un plaidoyer pro domo, c'est-à-dire comme une défense d'un métier. Oui, c'est une défense d'un métier. Une défense d'un métier, et d'ailleurs, ce n'est pas illégitime de défendre le métier d'expertise, le métier d'expert, parce que bon, bah, c'est un métier qui est menacé, on l'a vu, même s'il résiste, même si les experts résistent, mais en même temps, c'est un métier, et on est obligé de revenir sur la situation dans laquelle ça se passe, un métier qui est menacé de relégation, et dans une situation bien particulière sur laquelle je voudrais revenir maintenant. Alors, si on observe la situation, et moi, comme si vous voulez,
à la place de président de la compagnie, j'ai des remontées d'informations de différents experts sur la situation. J'ai en même temps les rapports de l'OCDC. J'ai en même temps les rapports de l'Interpol, de l'UNESCO. Vous voyez, pour l'OCDC, le faux est la menace principale qui pèse sur le marché de l'art. Sans experts pour identifier et décrire les objets, on laisse le champ libre aux faussaires. Et la remontée de ces informations à l'intérieur même de la compagnie, les rapports qu'on peut avoir par l'intermédiaire de l'OCDC, les rapports qu'on peut avoir par Interpol et par l'UNESCO montrent une situation, je dirais, qui n'est pas évidemment pas très populaire, qui n'est pas très populaire dans le marché de l'art, parce qu'on n'aime pas trop qu'on en parle de ça, mais une situation où on peut dire que le faux gangrène le marché de l'art. Il y a aujourd'hui un afflux massif de faux, en même temps qu'il y a un afflux, je vous en ai parlé tout à l'heure, un afflux massif d'argent. De la même façon qu'il y a un afflux massif d'argent, on peut dire que les faux abondent, suivant un principe que nous connaissons bien, nous experts, et qui est le suivant, c'est que le faux va à l'argent, ce que tout le monde peut comprendre évidemment. Donc, il y a aujourd'hui cette situation bien particulière qui fait que le faux arrive massivement. D'ailleurs, bon, vous pouvez lire un livre qui vient de sortir, qui est tout récent, qui est passionnant, de Vincent Noce sur l'affaire Ruffini, qui raconte ses 5 années d'investigation sur la piste de faux et qui lui-même considère que ce qu'il a découvert n'était que la partie émergée de l'iceberg. De la même façon que récemment, encore une fois, il y a eu un rapport de l'OCDC indiquant que, faisant état de plusieurs centaines de faux pour une valeur d'environ 15 à 20 millions, je crois, et nous expliquait qu'il ne s'agissait pas seulement de tableaux de Picasso, mais plutôt de peintres intermédiaires, parce que c'était plus discret, c'était plus facile à écouler. Donc, on est dans une situation où il ne s'agit pas seulement des pièces très importantes, mais de plus en plus de pièces moyennes ou même de pièces secondaires, avec en plus le fait que Internet offre des possibilités illimitées à la grande et à la petite délinquance. Alors, deuxième aspect, c'est que, si vous voulez, ce trafic des biens culturels, c'est un autre aspect qui participe de cet enjeu capital, c'est que le patrimoine, si je puis dire, en est la première victime. Pourquoi? Parce que, prenons les sites archéologiques. Les sites archéologiques, vous savez, des pays en guerre qui ont été l'objet de pillages très, très importants. Et bon, on sait que le confinement en particulier a favorisé le pillage de ces sites. Pourquoi? Parce qu'avec le confinement, moins de personnel, moins de surveillance, des sites à l'abandon, donc des objets ont été pillés, enfin des sites entiers ont été pillés, des objets ramassés, volés. Donc, quelque chose de dramatique de ce point de vue. Et il est bien évident que moins il y a d'experts et moins il y a d'expertise et moins il y a de traçabilité de ces objets, parce que vous savez que ces objets, lorsqu'ils sont l'objet de pillage, lorsqu'ils sont pillés, eh bien, ils passent par toute une série de secteurs qui permettent de blanchir ou de changer la provenance de ces objets. Et donc, moins vous avez d'experts, vous avez d'expertise, moins vous avez de recherche sur la traçabilité des objets, et plus vous avez de recyclage de ces mêmes objets au travers de multiples ventes qui font que la traçabilité est complètement perdue, si vous voulez. Autre exemple et autre problème, c'est, par exemple en France, c'est la protection des collections publiques. C'est-à-dire que si vous avez moins d'experts, si vous avez moins d'expertise en amont, avec la masse d'objets qu'il y a, eh bien évidemment, il se trouve que les conservateurs, qui souvent ne sont pas très nombreux, qui seront moins nombreux que ce qu'ils devraient être, eh bien, que ce qu'ils devraient être, ont de plus en plus de difficultés à établir leur veille pour la surveillance de la protection du patrimoine. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus d'objets, et que vous avez de plus en plus d'objets, mais si vous avez de moins en moins d'expertise, c'est-à-dire de moins en moins de présentation d'objets qui facilitent la veille, bon, ben évidemment, cette veille se sent et d'une certaine façon obérée. Alors, j'en arrive à la situation que nous vivons aujourd'hui, en particulier avec le confinement. Le confinement a servi d'accélérateur à des pratiques toxiques anciennes. Experts autoproclamés, experts en ligne ont proliféré ces dernières années. Effectivement, si on part de la situation, le confinement, les différents confinements ont servi
d'accélérateurs à des pratiques toxiques. Alors, évidemment, les réflexions des uns et des autres sont que le développement d'Internet, en particulier des ventes en ligne, qui a eu lieu pendant le confinement, sont un événement qui peut être considéré à juste titre comme finalement très favorable. Pourquoi? Parce que il a ouvert le marché de l'art à une clientèle beaucoup plus large. Il a jeté des passerelles en direction de nouvelles générations. Donc, il a permis un volume de vente beaucoup plus important, en tout cas pour beaucoup. Ce sont les statistiques qui l'indiquent. Donc ça, c'était un élément extrêmement favorable. Mais en même temps, ça s'est traduit aussi, et c'est la source de bien des inquiétudes, par, disons, une levée des exigences élémentaires à l'expertise. C'est-à-dire que dans la mesure où l'expert ne peut plus se déplacer, dans la mesure où les gens ne voient plus les objets, dans la mesure où tout se passe en ligne, l'expertise sur photo est devenue la règle. C'est-à-dire de plus en plus, on demande aux experts, par exemple pour les ventes publiques, de répondre à des expertises en ligne, on leur demande de faire des expertises sur photo, ce qui est une aberration du point de vue des critères même de l'expertise. Je vous rappelle la définition que je vous donnais au début de la définition du Larousse. L'expert, c'est celui qui est versé dans la connaissance d'une chose par la pratique. Par la pratique, c'est-à-dire que le fondement même de l'expertise, c'est de voir, de toucher, de sentir l'objet. Je veux dire, en dehors de ça, je veux dire, il n'y a pas d'expertise. La photo peut être utile, bien sûr, au premier abord, pour écarter les choses qui peuvent être intéressantes ou non. Donc, la photo est très, très, très utile, très importante, mais en même temps, pour l'expertise elle-même, pour la définition même, l'identification même de l'objet définitif, la photo n'est pas suffisante, ne suffit pas, si vous voulez. Alors, à partir de là, évidemment, beaucoup se posent la question. Ils disent, ben, puisque maintenant on peut faire des expertises en ligne, on peut faire des expertises sur photo, pourquoi s'embarrasser d'experts? C'est-à-dire qu'on arrive à une situation qui a été, je veux dire, qui existait précédemment, mais qui a connu un coup d'accélérateur avec le confinement. C'est-à-dire une situation où finalement beaucoup d'acteurs se disent bon bah écoutez, finalement, à quoi bon un expert? Un expert, c'est une perte de temps. Un expert, ça coûte cher. Un expert, finalement, c'est quoi? Ben, je sais pas, c'est un petit caillou dans la chaussure. C'est quelque chose qui gêne dans une situation où, finalement, le flou devient la règle, finalement, où le marketing a tendance à remplacer l'expertise. Donc, le principe même et l'existence même de l'expert est finalement non pas remise en cause, mais considérée comme finalement quelque chose un peu d'obsolète face au monde qui va, au monde tel qu'il va, et ceci précisément au moment où on vient de le voir, où les faux arrivent en masse, ce qui évidemment constitue un problème. Alors, à la croisée des chemins, pourquoi? Parce que certains se posent la question, est-ce que c'est inévitable? Est-ce que finalement le destin de l'expert, c'est de disparaître petit à petit face aux nouvelles technologies, face à l'arrivée de nouveaux acteurs? Et pour certains, je dirais un peu désabusés, c'est la conclusion qu'ils tirent de la situation. C'est-à-dire, bon, bah, est-ce qu'on a encore notre place? Est-ce que l'expert a encore un rôle à jouer? Est-ce que l'expert, finalement, n'est pas une gêne? Est-ce que l'expert, bon, voilà, bah, on va se retirer, on va faire autre chose? Alors, ça, c'est l'opinion, et je crois qu'ils sont de plus en plus à poser ce problème, c'est-à-dire à se dire, à quoi bon faire des expertises? D'abord, il y a que des coups à prendre. On est peu considéré, on est considéré comme peu utile. Donc, c'est un vrai problème qui est posé pour les uns et pour les autres. Alors, cette situation, le problème, c'est est-ce que cette situation dans laquelle nous sommes
la situation de l'expert, la situation du marché de l'art, l'évolution, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable? Alors, on peut considérer que la réponse à cette question, d'une part, elle ne dépend pas de l'expert, elle ne dépend pas des experts. Pourquoi? Parce que l'évolution de la situation, l'évolution du marché de l'art, ce n'est pas l'expert qui décide. Je prendrai un seul exemple, l'histoire du mobilier 18e. L'histoire du mobilier 18e, c'est une histoire un peu ancienne et toujours présente, si vous voulez. Moi, je me souviens, lorsque j'ai été nommé président de la Compagnie nationale des experts, il y a 6 ans, le soir même de la cérémonie, si je puis dire, où j'ai été élu et au cocktail qui a suivi, je me souviens qu'on m'a abordé en me disant « Mais mon pauvre Frédéric, dans quoi tu mets les pieds? Ça va exploser, c'est à 30 ans que ça dure. » Donc, je tombais des nues. Mais effectivement, ça faisait 30 ans que ça durait. 30 ans que ça durait pour une raison simple que c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où les organes de régulation, police, justice, organes de régulation, qui auraient dû alerter l'opinion, qui auraient dû s'intéresser aux problèmes, ne sont pas intervenus, un sentiment d'impunité se développe et gangrène finalement tout un secteur du marché. C'est très exactement ce qui s'est passé pour le mobilier 18e. Donc ça ne dépendait pas véritablement de l'expert, si je puis dire. De la même façon qu'aujourd'hui, la situation générale, et c'est un risque, c'est une discussion, quand je dis on est à la croisée des chemins, c'est que les théories, si vous voulez, de certains, aujourd'hui, c'est qu'il faudrait s'aligner sur les standards internationaux. La France est restée trop longtemps à l'écart. La France doit s'aligner sur les standards internationaux du marché de l'art. Je vous prendrai un simple exemple. Par exemple, la maison Piguet à Genève, dont j'ai reçu un catalogue encore hier, a dans ses conditions de vente la phrase suivante: les descriptions de notre catalogue ne sont que l'expression d'une opinion et ne constituent pas une garantie. C'est-à-dire, si vous voulez, encore une fois, qu'il y a le flou remplace l'expertise, le net, si vous voulez, puisque il n'y a plus de garantie, mais il y a l'expression d'une opinion. Donc, c'est le flou, c'est une opinion, c'est subjectif. Bon, et en même temps, donc c'est un petit peu ça, s'aligner sur les standards internationaux, et en même temps, on constate que de plus en plus de gens expliquent, non, il y a trop de règles. Il y a trop de règles en France, il y a trop d'instruments de régulation, c'est très gênant pour les affaires. Ainsi, par exemple, moi, je suis membre du Conseil des ventes, et donc le Conseil des ventes est un instrument de régulation, c'est-à-dire un instrument de régulation qui est chargé donc de voir de vérifier que le fonctionnement des ventes publiques s'accorde aux règles déontologiques, et à un recueil en particulier d'obligations de règles déontologiques, au code du commerce, à la jurisprudence existante. Bon. Et cet organe de régulation, il est composé de 11 membres, et sur ces 11 membres, en principe, il y a 5 commissaires-priseurs, c'est-à-dire que les commissaires-priseurs ne sont pas majoritaires. Donc, c'est un organe de régulation des ventes publiques. Or, il y a un projet en cours, qui qui a comme titre modernisation de la régulation. Alors, on dit modernisation de la régulation, donc ça va dans le sens comment dirais-je, d'un renforcement de cette régulation ou d'une adaptation de cette régulation, mais ça devrait rester un instrument de régulation. Or, il se trouve que dans ce projet de modernisation de la régulation, le nombre de commissaires-priseurs passe, sur 11 membres, passe de 5 à 6. C'est-à-dire que désormais, les commissaires-priseurs, que je respecte, évidemment, mais les commissaires-priseurs passeraient de 6 à 5, c'est-à-dire obtiendraient la majorité dans cet instrument de régulation. Donc, on n'aurait plus un instrument de régulation, mais un instrument d'autorégulation. De la même façon qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que se multiplient les comités d'expertise en ligne, les experts autoproclamés, les expertises en ligne font florès. Donc, une situation bien particulière qui me fait dire que on est un peu à la croisée des chemins. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une fatalité à cela? Moi, je ne le pense pas, et les compagnies, en tout cas la compagnie à laquelle j'appartiens, ne le pense pas. Et nous pensons, au contraire, nous pensons même que l'existence de compagnies d'experts
fait partie de ce socle qui existe, de choses qui existent et qui devrait permettre justement de résister à cette espèce d'évolution, à mon avis, absolument négative, qui va dans le sens d'une absence totale de règles et de régulation et d'expertise. Donc, ce socle, ce sont les règles qui existent, les règles déontologiques, les règles du recueil du Conseil des ventes, ce sont pour les ventes publiques, ce sont les règles du Code du commerce, les règles de la jurisprudence, ce sont les règles déontologiques des compagnies d'experts, et c'est précisément cette existence des compagnies d'experts. Parce que qu'est-ce que c'est que les compagnies d'experts? Les compagnies d'experts, elles sélectionnent les meilleurs experts, elles les obligent au respect de règles déontologiques, et c'est quelque chose d'unique au monde. Nulle part au monde n'existe de compagnie d'experts, comme en France, ou peut-être un peu en Belgique, mais comme en France. Et c'est capital parce que, si vous réfléchissez, ailleurs, dans le monde, lorsqu'un expert commet une escroquerie ou n'a pas un comportement qui est conforme aux règles, si vous voulez, eh bien, il est en but à la justice et la justice agit. Bon, comme en France. Mais en ce qui concerne le comportement directement déontologique, il n'est soumis à aucune autorité. Alors qu'en France, un expert membre d'une compagnie doit rendre des comptes d'un point de vue déontologique, avant même une décision de justice. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été librement acceptées et qu'il doit s'adapter, enfin, il doit respecter plutôt ces règles. Or, ça, c'est quelque chose d'important et c'est un élément de sécurité, de sécurisation, encore une fois, du marché par rapport à ça. Alors, on nous dira, et on nous dit souvent, mais le marché français, puis il y a le marché international, mais finalement, sur le marché international, il n'y a pas de difficulté majeure, il n'est pas ni pire ni meilleur que le marché français, pourtant il n'y a pas de compagnie d'experts, et je veux dire que il n'y a pas plus d'affaires qu'en France, peut-être même moins d'ailleurs qu'en France. Voilà. Et c'est un argument qui est fallacieux parce que ce qui caractérise le marché international, c'est justement une certaine opacité. C'est-à-dire que, pour prendre un seul exemple, dans le marché international, lorsque, par exemple, un objet doit être rapporté ou un objet considéré comme faux par un acheteur, dans les ventes publiques, par exemple, dans les grandes maisons de vente publique, et qu'il rapporte cet objet, intervient ce qu'on appelle la clause de confidentialité. C'est-à-dire que la personne qui rapporte l'objet, considéré comme faux par exemple, la maison de vente reprend l'objet, mais en même temps fait signer à la personne qui rapporte l'objet en disant oui, on vous le reprend, et vous signez une clause de confidentialité. Clause de confidentialité, ça veut dire que la personne qui a rendu l'objet ne doit en aucun cas faire état de ce problème, de cette difficulté, de ce retour. Donc, tout ça pour préserver la respectabilité de la maison de vente, par exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faux qui est rapporté, qu'est-ce qui va se passer? Puisque rien ne se sait. Il va être recyclé, il va retourner dans le circuit, il va être recyclé, il va retourner sur le marché. Alors qu'en France, lorsqu'il y a un problème en particulier, lorsque des experts interviennent en amont, si par exemple il y a une filière, ce qui est le cas le plus souvent, une filière de faux, par exemple, la compagnie, ça nous est arrivé assez souvent d'ailleurs, de faire un signalement au Conseil des ventes, un signalement au procureur de la République, un signalement à l'OCDC, qui fait que, alors ça n'arrive pas toujours, bien sûr, c'est jamais une situation idéale, mais en tout cas, dans la plupart des cas, lorsqu'on peut intervenir, nous intervenons et nous avons contribué à faire que des objets qui étaient faux, on puisse remonter la filière ou on puisse éviter qu'à l'avenir, ces choses-là se reproduisent. Donc ça, vous voyez, c'est le rôle d'une compagnie. Et le rôle d'une compagnie, il n'y a encore une fois qu'en France, vous avez ce type de compagnie. Alors, bon, je pense que quand nous disons qu'on est à la croisée des chemins, c'est pour une raison bien simple, c'est que, ou bien on considère qu'il faut s'appuyer sur
encore une fois, cette espèce de socle qui existe, ce socle réglementaire, déontologique, ce socle des compagnies, ce socle des experts, ce socle solide, si vous voulez. Hein. On considère qu'il faut s'appuyer là-dessus, qu'il faut préserver cela, ou bien on considère qu'il faut finalement s'aligner en éliminant petit à petit toutes ces gênes, toutes ces choses qui sont un peu qui empêchent le développement des affaires, pour s'aligner sur les standards internationaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, la maison Piguet qui dit bon, maintenant c'est notre opinion, c'est plus une garantie, il n'y a plus de garantie, c'est-à-dire encore une fois une situation où le flou remplace le précis, où le marketing remplace l'expertise. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire que le marché de l'art, c'est pour ça que je parle de croiser des chemins, eh bien, il se transforme vite en un marché de dupes sur fond d'optimisation fiscale, de spéculation, de blanchiment. Il se transforme vite en... Plutôt, il se représente un peu comme la caricature qu'il a voulu éviter, qu'il essaye d'éviter à chaque fois, c'est-à-dire une caverne de brigands. Donc, par rapport à ça, moi, je suis, par rapport à cette situation, je suis optimiste, parce que foncièrement, je suis optimiste. Mais c'est vrai que la situation est difficile, la situation est délicate, parce qu'encore une fois, nous sommes à la croisée des chemins et que ça peut très bien être le renforcement des règles, le renforcement, l'adaptation en même temps à ce qui se passe, bien évidemment, mais en même temps le respect des règles qui permettent un marché sécurisé, qui permettent la garantie pour l'amateur, qui permettent la garantie pour ceux qui vont dans les salons, qui permettent la garantie pour aller dans les ventes publiques, qui font que le marché français jouira, si vous voulez, de sa spécificité, parce que le marché français a une spécificité, en particulier les compagnies d'experts, en particulier pour les ventes publiques, le tandem opérateur de vente publique, experts qui existe, en particulier dans toute une série de méthodes et de pratiques, disons, qui ont fait leurs preuves et qu'il faut préserver, ou bien alors on jette tout ça par-dessus bord et on passe à autre chose, et à ce moment-là, le marché français perd de sa spécificité et risque d'être noyé dans cette espèce de maelstrom, si vous voulez, d'un marché dérégulé, totalement dérégulé. Alors moi, je garde encore une fois, je reste optimiste parce que, encore une fois, je suis président d'une compagnie et que j'ai confiance dans mes confrères et je pense que même on cette volonté de défendre ce métier, que je considère moi l'expertise comme un acquis de civilisation. Alors je sais que les cyniques sont morts de rire quand je dis ça, c'est un acquis de civilisation parce que c'est l'expression d'une continuité dans la connaissance et dans l'expérience. Et donc, oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Voilà. Alors, ce que je propose maintenant, c'est, j'imagine que des questions ont été posées, et donc je me propose de répondre à ces questions. Alors, première question. Alors, cela dépend des secteurs d'expertise. Dans certains domaines, les experts sont rares, voire manqués, donc difficile de rester anonyme. Oui. Alors, première question. L'anonymat. Cela dépend des secteurs d'expertise. Dans certains domaines, les experts sont rares, voire uniques, donc difficulté de rester anonyme. Oui, c'est vrai, c'est une des difficultés, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin bon, il y a beaucoup, enfin la plupart des spécialités quand même, vous avez au moins 2 ou 3 ou 4 experts. Je crois que dans notre compagnie, rares sont les spécialités où nous n'avons qu'un expert. Ça peut arriver dans certains domaines. Donc c'est vrai, c'est une des difficultés, je le reconnais. Mais en tout cas, bon, nous faisons ce que nous pouvons, hein, encore une fois, pour protéger l'anonymat des experts, non pas pour les masquer, non pas pour dénier la responsabilité, ou bien au contraire, hein, mais au contraire pour faire qu'ils puissent exercer leur métier totalement librement. Ensuite, un expert est responsable pénalement, donc épée de Damoclès quand même. Ben oui, il est responsable pénalement, ça c'est sûr, il est responsable de son activité. Mais je veux dire, à partir du moment où il peut l'exercer déjà en toute indépendance, librement et en toute sécurité, je veux dire que bon, bah oui, il est responsable. Ensuite, il est responsable. Ça, oui, c'est une épée de Damoclès, mais enfin, elle est légitime à partir du moment où on accepte de prendre des responsabilités et d'identifier les objets, on assume ces décisions. Et donc, il est normal qu'on soit responsable pénalement. Pas d'autres questions? Je ne sais pas si c'est comment faire. Ah, peut-être qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, je lis une question. Beaucoup de commissaires-priseurs tentent de se passer d'experts dans certaines catégories. Est-ce une tendance qui augmente?
Comment défendre, encourager la participation d'experts dans la vente publique et éviter qu'elle ne diminue? Alors, c'est vrai que c'est une question importante parce que c'est vrai que de plus en plus de commissaires-priseurs considèrent, encore une fois, que l'expert, c'est une perte de temps, l'expert, ça coûte cher et que l'expert, après tout, on pourrait s'en passer. Et c'est une erreur absolue. Une erreur absolue parce que, alors je ne parle pas des ventes courantes, mais je parle des ventes de spécialité. Dans les ventes de spécialité, je veux dire, il est évident que l'expert, que le commissaire-priseur qui est un généraliste, l'opérateur de vente publique qui est un généraliste, doit absolument s'entourer d'un expert. Mais c'est dans son intérêt propre. Pourquoi? D'abord, pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où il a un expert, il y a une responsabilité partagée, si je puis dire, solidaire en tout cas. Bon, déjà, c'est un élément. Hein. Deuxième élément, c'est que de plus en plus, un certain nombre de commissaires-priseurs considèrent qu'il faut faire du marketing. L'expertise, c'est secondaire, ce qui compte, c'est le marketing. Mais ils ne comprennent pas qu'un élément fondamental et central, essentiel du marketing, c'est justement de mettre en avant un expert responsable, un expert qui est capable d'expliquer, qui est capable de montrer les objets, qui est capable de les décrire, qui est capable de les mettre en valeur, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Donc, c'est une erreur fondamentale d'appréciation, une erreur fondamentale et à courte vue. Parce que ça peut être source de problèmes, bien évidemment, parce que les objets, ils sont ce qu'ils sont. S'il n'y a pas un expert pour les authentifier, les identifier, il y a toujours un risque. Voilà. Alors, autre question. Alors, dans quelle mesure la double fonction d'expert et de marchand constitue-t-elle un conflit d'intérêts ou au contraire permet à l'expert d'être un véritable praticien des ventes, notamment pour les estimations de valeur? Bon, alors, il y a deux choses. Première chose, on nous dit toujours, on nous jette à la figure l'expert marchand. Alors, l'expert marchand. Alors, d'abord, première chose, l'expert marchand, ce n'est pas quelque chose de bien particulier. L'expert marchand, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, rares sont les experts qui peuvent vivre seulement de leur expertise. Donc, la plupart des experts sont en même temps marchands. Mais on peut considérer que c'est négatif ou qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Alors, je répondrai, première question. C'est d'une certaine façon un avantage parce que l'expert marchand, il connaît très bien le marché. Donc, par rapport à l'estimation, par rapport à l'évaluation, il a un avantage sur un expert qui serait chimiquement pur, si je puis dire. Deuxième chose, on parle de conflit d'intérêts. Mais les conflits d'intérêts, il y en a partout parce que vous pensez que, par exemple, il n'y a pas de conflit d'intérêts quand vous avez un spécialiste qui est un expert, il n'est pas marchand, d'accord, mais qui a écrit une thèse, qui a fait un bouquin, qui est spécialiste de telle chose et qui lui-même n'a jamais de conflit d'intérêts avec un autre expert, avec un autre, quelqu'un qui aura une autre théorie, avec un marchand ou avec un grand collectionneur. Mais les conflits d'intérêts, ils sont partout. Donc, je veux dire, c'est la même question. Est-ce que pour autant, on peut douter de l'honnêteté d'un expert parce qu'il est expert marchand? Mais est-ce que pour autant, par exemple, on va dire que tous les docteurs sont des docteurs Knock en puissance? Mais évidemment non. Donc il y a l'honnêteté, il y a l'indépendance, il y a le sérieux, il y a la conscience de ce qu'on fait, il y a aussi la responsabilité qu'on endosse, comme on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où on identifie un objet. Alors, oh là, il y a beaucoup de questions. Hein. Oui. Alors, cette spécificité française est-elle reconnue à l'étranger et amène-t-elle des clients sur le marché français? Alors, la spécificité du marché français, moi, je pense que c'est quelque chose qui est totalement sous-employé, qui n'est jamais mis en avant. Mais au contraire, on explique. Beaucoup de gens nous expliquent que ce sont des obstacles au développement des affaires. Alors qu'à contrario, c'est ce qui fait cette spécificité qu'on ne met jamais en avant, c'est au contraire de dire, mais en France, il y a des règles, il y a un certain nombre de choses qui fait nous pensons qu'il y a d'une certaine façon plus de sécurité pour l'acheteur, plus de sécurité pour l'amateur, parce qu'encore une fois, il y a cette espèce d'écheveau avec des compagnies d'experts, avec des règles, avec des instruments de régulation qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, au lieu de présenter ça comme un obstacle, il faudrait le présenter comme un avantage, ce qui n'est jamais fait. Alors, pardon, alors, ça on l'a vu. Comment faire pour inciter les particuliers? Non, la double fonction d'expert et de marchand, on l'a vu, j'ai répondu. Comment faire pour inciter les particuliers à utiliser les services d'un expert plutôt que d'aller vers là où il n'y en a pas? Alors ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est l'activité que peuvent déployer les compagnies d'experts. Vous savez, il y a 4 ou 5 grandes compagnies d'experts qui ont les mêmes critères déontologiques et qui devraient justement œuvrer en commun. Il y a une proposition qui a été faite et qui, à mon avis, irait dans ce sens, c'est que ces compagnies
créer une forme de label, c'est-à-dire un label qui serait en toute indépendance, qui serait sous l'autorité de ces compagnies d'experts, c'est-à-dire qu'un expert qui cocherait les cases, un certain nombre de cases qui seraient par exemple sur l'ancienneté dans la spécialité, qui serait le casier judiciaire, qui serait l'assurance, qui serait une sorte d'autre chose, bénéficierait de ce label. Et ce label, si vous voulez, par rapport à justement à la nouvelle clientèle, puisqu'on nous dit Internet, c'est une clientèle multipliée par 10, c'est les nouvelles générations, mais en même temps qu'ils ne connaissent pas les codes. Et le fait d'instituer un label, ça pourrait d'une certaine façon sécuriser le marché de ce point de vue, en montrant que par une forme qui serait tout à fait lisible et visible, avec un logo, pourrait rassurer en montrant qu'avec ce label, on sait qu'on a affaire à des experts, on a affaire à une expertise, à des compagnies d'experts, à des gens qui ont du répondant, si vous voulez. Alors ça pourrait être une façon d'inciter les particuliers à utiliser les services d'un expert qui aurait ce label, en même temps que, je veux dire, ce label, il est plébiscité aussi bien par les commissaires-priseurs sérieux que par les assureurs qui considèrent que ce serait une garantie supplémentaire. Pourquoi ne diffuse-t-on pas plus de cas d'expertise révélant le faux? À mon sens, il faut aussi communiquer là-dessus. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il se trouve que je ne vais pas parler d'omerta, parce que, oh là là, si je dis ça, mais disons que la question du faux est quelque chose qui est extrêmement peu populaire au sein du marché de l'art, parce que, à mon avis, c'est une erreur, mais une bonne partie du marché de l'art considère que parler des faux dans le marché de l'art, ça risque de gêner, ça risque de donner une mauvaise image du marché. Je crois qu'au contraire, à partir du moment où responsablement on dit, voilà, il y a tel faux, ça a été découvert, on a précisé les choses et on va au fond des choses et donc on est sérieux, je pense qu'au contraire, ce serait une forme de garantie et de plus. Mais bon, voilà. À mon sens, moi je suis d'accord avec vous. Est-ce que la copie et le faux n'existent plus dans le contemporain et dans d'autres époques? Merci. Alors, il semblerait, oui, je ne suis pas spécialiste, mais il semblerait que oui. Par exemple, il y a des domaines où il n'y a pas de faux. Très peu, pardon. Il y a des domaines où il n'y a pas de faux, c'est absurde. Mais très peu. Par exemple, dans mon domaine, les manuscrits, le problème, ce n'est pas tant les faux que les escroqueries supposées. Je dis toujours supposées. Bon. Dans d'autres domaines, il y en a plus ou il y en a moins. C'est vrai qu'il semblerait que dans l'art contemporain, il y ait beaucoup de faux et de faussaires, d'autant que, si vous voulez, c'est un marché sur lequel arrive en masse de l'argent, et comme le faux va à l'argent, c'est bien sûr dans ce domaine que peut-être on risque de trouver peut-être plus de faux qu'ailleurs. Alors, pourquoi les experts ne se mobilisent pas pour mettre en place une sorte d'examen qui réglementerait la profession et éviterait l'accession à ce titre à des néophytes? Alors, déjà, ce qui existe dans les compagnies, déjà, vous savez, par exemple, les règles pour rentrer dans une compagnie, par exemple, pour être membre de la CNE, il y a un certain nombre de règles précises, c'est-à-dire qu'il faut déjà 10 ans d'ancienneté. 10 ans d'ancienneté dans une ou deux spécialités au maximum. 10 ans d'ancienneté, c'est beaucoup, et en même temps, c'est élémentaire, parce qu'on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Bon, ça, on le sait. Donc, il y a ça, il faut avoir fait la preuve d'un certain nombre de publications ou d'expertise, enfin bref, il faut faire la preuve de connaissances, d'expérience, et surtout, il faut manifester le fait que, on a agi toujours en toute indépendance. Ça, c'est capital. Donc, ça existe déjà, si vous voulez. Pourquoi les experts sortent d'examen? Donc, ça existe pour les 4 ou 5 grandes compagnies qui existent. Voilà. Le problème, ce n'est pas tellement que les compagnies n'organisent pas et ne sélectionnent pas leurs membres, mais c'est le problème que le titre d'expert n'étant pas déposé, n'importe qui peut se réclamer. Il peut être expert. Demain, vous allez chez un imprimeur, vous prenez une carte de visite, ou vous faites un site où vous vous intitulez expert en manuscrit, ou expert en meuble ancien, ou expert en mobilier contemporain. Donc, il est là le problème. Ce n'est pas tant le problème des compagnies, parce que les compagnies sélectionnent encore une fois. Mais c'est le problème du fait que n'importe qui, voilà, ce n'est pas un titre déposé. Alors, le titre de la conférence était Splendeur et misère. J'ai l'impression que la partie splendeur a été occultée. Alors, la partie splendeur, c'est simple. Enfin, c'est simple. Peut-être que je me suis mal… Mais
je ne sais pas si vous avez remarqué, sur chaque problème, j'ai parlé de l'indépendance, j'ai parlé de la compétence, l'indépendance, la sécurité, la réputation. Et j'ai parlé des difficultés. Mais en même temps, chacune de ces difficultés, une fois que j'ai parlé de ces difficultés, j'ai expliqué que malgré toutes ces difficultés, tous les jours, il y avait des centaines et des centaines d'objets qui passaient de main à main et qui avaient été identifiés par des experts compétents, par des experts importants. Si vous voulez, donc, voilà c'est ça que j'ai voulu dire. Parce qu'on est dans une situation où les obstacles sont très importants. Et la splendeur de l'expert, eh bien, c'est qu'il résiste. C'est que malgré tous les obstacles, il y en a qui se mettent en retrait parce que c'est trop difficile, et puis il y en a qui continuent malgré tout. Et quand par exemple, quand par exemple il y a l'affaire Aristophile qui est comme un rouleau compresseur, eh ben, il y en a beaucoup qui marchent, qui aliènent leur indépendance, qui manquent de perspicacité, qui se retrouvent sur des vidéos ou ailleurs, et puis il y en a qui résistent quand même. Donc c'est ça la splendeur de l'expert. C'est que dans toutes ces difficultés, il y en a qui résistent, il y en a qui sont là, et il y a des compagnies. C'est la résistance, la splendeur. Vous voyez, ça n'a rien de... C'est la résistance. On résiste, et on est là. C'est sous cet aspect-là, moi, l'aspect splendeur, c'est ça que je vois, la splendeur. La splendeur, pour moi, de l'expert, c'est que par rapport à toute une série de choses, il résiste, il tient le coup, il résiste. Alors, bonsoir monsieur, comment ça se passe si l'expert se trompe dans l'identification d'un objet et qu'un acheteur se retourne contre lui? Y a-t-il une assurance spécifique qui peut le protéger? L'erreur est humaine. Alors, vous avez tout à fait raison. L'expert n'est pas un charlatan, l'expert, ce n'est pas un magicien. L'expert, il peut se tromper. Et l'expert, la grandeur de l'expert, c'est à un moment donné de dire je ne sais pas, ou de dire je sais, ou de dire je me suis trompé. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est tout à fait légitime, et ça peut arriver, bien sûr. Alors, si l'expert se trompe dans l'édification et qu'un acheteur se retourne contre lui, je vous ai dit que les membres des compagnies d'experts ont l'obligation d'avoir une assurance. Donc, de ce point de vue, voilà, ils sont assurés. Donc, s'il y a un problème, l'acheteur éventuel revient vers l'expert et il y a une assurance qui court, et donc voilà, l'objet est repris, remboursé, enfin bref, ça se passe tout à fait normalement. Alors, comment se passe l'expert? Est-ce que certaines émissions télé très populaires comme Affaires conclues ne sont-elles pas aussi beaucoup de tort à la profession? Alors ça, beaucoup de tort à la profession, oui, c'est possible. En tout cas, ça donne l'exemple, si vous voulez, du contraire même de l'expertise, qui est un acte réfléchi, qui est un acte qui s'appuie sur des données précises, qui ne se fait pas dans l'instant, mais qui s'appuie sur des recherches, qui s'appuie sur des connaissances, qui s'appuie sur une expérience. Donc là, évidemment, ça donne, je ne dirais même pas que ça donne ça fait du tort, mais ça donne un aspect, comment dirais-je, Barnum, qui est contraire même au principe de l'expertise. Voilà. Alors, pouvez-vous précipiter la responsabilité actuelle in solidum avec les opérateurs de vente? L'expert est-il pleinement responsable en cas d'erreur sur la substance de... Alors, la responsabilité avec les opérateurs de vente, c'est une responsabilité solidaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un remboursement à effectuer, et donc il y a une responsabilité solidaire, c'est-à-dire en fonction des assurances de l'un, de l'autre, des capacités financières, eh bien, le remboursement a lieu sur cette base, mais en tout cas, elle a lieu. Alors attendez, responsabilité actuelle, voilà, ça veut dire qu'ils sont en responsabilité solidaire. L'expert est-il pleinement responsable en cas d'erreur? Non. En cas d'erreur substance, ce n'est pas l'expert seul qui est responsable, parce que le commissaire-priseur est considéré comme ayant fait le choix de l'expert, donc lui-même participe de cette responsabilité. Et ce qui est important, c'est que cette responsabilité solidaire qu'il y a entre les deux, entre l'expert et le commissaire-priseur, c'est un élément, je dirais, positif, parce que c'est un élément qui renforce ce tandem, parce que la clé de voûte des ventes publiques en France et de la force du marché des ventes publiques en France, c'est précisément ce tandem expert, commissaire, priseur, dans un rapport bien particulier, dans un rapport de responsabilité solidaire, mais en même temps d'un rapport d'indépendance réciproque. C'est ça la force de ce tandem. C'est-à-dire que le commissaire-priseur est responsable, il a la maîtrise totale de sa vente. C'est lui qui a la maîtrise de la vente, de l'organisation de la vente. C'est lui qui choisit l'expert. Et en même temps, l'expert, lui, doit être totalement indépendant dans ce qui relève de l'expertise, c'est-à-dire l'identification et la description de l'objet. Et c'est sur ce rapport, sur cette indépendance réciproque, qui fait la force, encore une fois, de ce tandem, et qui est la marque même de l'expertise, je dirais,
à la française, si je puis dire, et qui est un atout, à mon avis, qui est quelque chose qui est rassurant pour l'acheteur. Alors, comment se dépêtrer d'une bataille d'experts? Qui décide en dernier recours? Alors, tout dépend. Si c'est bataille d'experts, ça peut être, je veux dire, si c'est par exemple deux experts de la compagnie, de la même compagnie, de la compagnie d'experts, eh bien, nous, on convoque les experts, on écoute les experts, et puis on peut rendre une décision à un moment donné. Ça, mais sinon, je n'ai pas, moi, d'autorité sur un expert qui n'est pas membre de la compagnie. Donc, parfois, ça peut se dérégler à l'amiable, comment parfois ça peut se régler devant la justice. La splendeur, elle est dans la découverte de nouveaux objets, dans l'individuation d'œuvres oubliées, perdues, elle est dans la manifestation de l'érudition des experts. Eh bien, ça, oui, ça c'est très bien, c'est formidable. C'est formidable. Mais, encore une fois, la découverte des nouveaux objets, l'édification d'œuvres oubliées ou perdues, la manifestation de l'érudition des experts, vous avez raison, c'est capital, c'est ce qui fait la beauté de ce métier, mais en même temps, il se trouve que ce n'est pas dans une situation éthérée. Nous ne sommes pas dans un monde où il ne se passerait rien, si vous voulez. Il se trouve que tout ce dont vous parlez, la découverte de nouveaux objets, l'identification d'œuvres oubliées ou perdues, la manifestation de l'érudition des experts, elle s'exprime dans une situation où leur indépendance est menacée, leur sécurité est menacée et où leur existence même est menacée. Donc, si vous voulez, tout ça, quand je dis la résistance, c'est finalement la résistance des experts pour défendre ce dont vous parlez. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas l'abstraire d'une situation donnée. Seuls les experts indépendants font partie d'une compagnie. Donc, 10 ans d'ancienneté, quid des experts salariés? Qu'est-ce qui justifie leur titre d'expert? Alors, ça, j'ai essayé d'en parler tout à l'heure. Il y a une différence fondamentale entre l'expert indépendant et le spécialiste salarié. Encore une fois, pourquoi? Parce que dans la situation de l'expert, du spécialiste salarié, il y a un contrat de travail. C'est ça qui est fondamental. Alors, ça ne veut pas dire que le spécialiste salarié soit incompétent. Il peut être aussi compétent qu'un expert indépendant. Ce n'est pas le problème. La seule question est que, à partir du moment où il y a un contrat de travail, il y a un rapport de subordination. C'est-à-dire que, comme le disait l'expert que j'ai cité, sa première loyauté va à l'employeur, alors que l'expert indépendant, sa première loyauté, elle va à l'objet, au vendeur. Et c'est capital. Et encore une fois, on en revient à cette question. C'est-à-dire que l'expertise, quand je reçois quelqu'un, quand je vais l'intégrer dans la compagnie, je lui parle de l'expérience, de la connaissance, et j'insiste sur l'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est capital. Regardez par exemple l'affaire du mobilier 18e. Ben, vous avez quelqu'un qui est le plus compétent qui puisse exister dans son domaine, qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de compétences. Sauf que sur le plan de l'indépendance, de l'honnêteté, de la loyauté, ben, il lui manque cet élément. Et cet élément, ben, il gâche tout, il enlève tout le reste. Donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important. On est vraiment à la base, l'expert indépendant et le salarié. Ça, c'est une différence, il y a une différence essentielle. Alors, a-t-on une idée du nombre de faux experts nés avec le confinement? Alors là, du nombre, non. Ce que je sais, c'est un chiffre exponentiel. Hein, parce que tout le monde maintenant peut être expert. Tout le monde fait un site d'expertise en ligne. Donc là, je n'ai aucune idée du nombre, mais en tout cas, c'est un nombre important. Pourquoi les experts ne se mobilisent-ils pas pour protéger leur titre et n'existe-t-il pas, via une loi, une définition précise et juridique? Alors, la question se pose de plusieurs parties, parce qu'il y a des experts qui considèrent que ce qu'il faut sauver à tout prix, c'est leur indépendance, et que donc ils ne tiennent pas non plus à être sous la tutelle, comme ils n'ont pas voulu être sous la tutelle du Conseil des ventes, ils ne veulent pas être sous la tutelle d'un organe public gouvernemental. Et en même temps, bon, ils veulent une protection. Mais aujourd'hui, même pour ceux qui veulent une protection, on sait bien que l'orientation générale actuelle n'est pas dans le sens d'organismes, de commissions, de régulation et de création d'ordres particuliers. Au contraire, aujourd'hui, l'orientation générale, c'est il faut plus de contraintes, il faut plus d'ordres, il faut plus de commissions, il faut plus d'organisation, il en faut de moins en moins en tout cas. Donc, vous voyez, on est pris entre ces deux feux, c'est-à-dire d'une part la question de l'indépendance, on ne veut pas dépendre,
d'une autorité supérieure. En même temps, on veut se protéger, mais même si on veut se protéger, même si on acceptait, même si on voulait un statut particulier juridique, on l'obtient. À mon avis, on ne l'obtiendrait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au contraire, tout va dans le sens du contraire de détruire les quelques organisations ou règles qui existent et qui pourraient gêner ce développement du monde comme il va aujourd'hui, comme on le dira. Alors, au fil des ans, n'y a-t-il eu aucune démarche officielle ou judiciaire pour réguler le titre d'expert, pour encadrer la profession? Il y a eu une tentative, puisque le Conseil des ventes, à un moment donné, il était prévu qu'il donnerait un agrément aux experts. C'est-à-dire que les experts deviendraient des experts agréés par le Conseil des ventes. Et la quasi-totalité des experts ont refusé parce qu'ils pensaient que c'était aliéner leur indépendance, parce qu'ils pensaient qu'ils ne voyaient pas pourquoi un expert qui est compétent, qui a 10 ans d'ancienneté, qui connaît son métier, tout d'un coup, un magistrat ou un personnage lambda allait lui faire passer un examen ou le juger. Il est bien évident qu'il n'y a que ses pairs qui sont en mesure, à la limite, d'avoir une opinion sur lui-même. Donc ça a capoté, et depuis, il n'y a pas eu de nouvelles propositions. Dernière proposition en date, si vous voulez, elle émane d'une compagnie, mais de plusieurs compagnies. Je pense qu'il y a un accord là-dessus, sur le fait qu'il faudrait créer ce label. Alors ce label, ce ne serait pas une protection absolue du point de vue de la protection, du point de vue des problèmes qu'on a vus, la question de la sécurité, la question de l'indépendance, ce ne serait pas une protection absolue, mais ce serait peut-être un petit pas supplémentaire dans une espèce de visibilité qui offrirait une petite sécurité un peu supplémentaire. Donc voilà, on en est là. Quelles sont les règles relatives à la rémunération de l'expert? Alors, il n'y a pas de règle, et on peut dire que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que pour des raisons de concurrence libre et non faussée, je veux dire, il n'y a pas une compagnie, par exemple, ne peut pas donner un barème qui peut être. Donc, ça se négocie au cas par cas. Quand doit être tranchée la question du nombre de commissaires-priseurs, 5 ou 6? Alors, pour l'instant, on ne sait pas, puisque c'est un projet de loi. Alors, il se trouve que ce n'est pas forcément le projet de loi qui est le plus dans l'actualité. Donc, je ne pense pas qu'il va passer dans l'immédiat. Mais en tout cas, c'est un projet qui est dans les tuyaux, comme on dit, et qui, à ce titre étonnant d'ailleurs, modernisation de la régulation. Quand on voit que la modernisation de la régulation, c'est remettre complètement en cause la régulation, justement, c'est passer à l'autorégulation. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce projet existe. Pour que le titre d'expert obtienne un statut officiel ou contraignant, ne faudrait-il pas qu'il y ait une formation, non pas dans un domaine particulier, mais sur la déontologie, le marché de l'art, le droit? Oui, on pourrait considérer cela, mais bon, encore une fois, c'est pas ça qui ferait, je veux dire, pour qu'il y ait un statut officiel. S'il suffisait de faire un peu de droit, déontologie sur le marché de l'art, je veux dire, c'est pas ça qui donnerait, si vous voulez, la qualité, qui pourrait justifier de la qualité d'expert. La qualité d'expert, c'est ce que vous dites, c'est des connaissances, des règles déontologiques, le marché de l'art, le droit, un petit peu, bien sûr, mais fondamentalement, c'est surtout la connaissance des objets, c'est-à-dire la connaissance l'ivresse, la connaissance intellectuelle, mais en même temps la connaissance pratique des objets, c'est-à-dire avoir été au contact des objets pendant des années et des années. C'est ça, en fait, qui fait l'expert. Alors, parlez-vous de la CEDEA? Bien sûr, je parle de la CEDEA, c'est une confédération européenne et qui regroupe différentes compagnies d'experts. Pas la CNE qui actuellement n'y est pas, mais j'ai bon espoir que tous ces gens-là, en tout cas les 4 ou 5 compagnies qui existent, il y en a 3 à la CEDEA, 4 et puis à nous, je ne doute pas qu'un jour nous nous retrouverons. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas décréter comme ça d'en haut. Je crois que ça ne peut se faire que par des initiatives pratiques en commun et que, bien évidemment, c'est l'intérêt de tout le monde. On se retrouvera tous ensemble. Déjà, un premier pas serait de faire ce label. Bon, il n'y a plus d'autres questions, je crois. Non? Bon, je n'ai peut-être pas bien répondu à tout, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, où ça, à la fin? Ah oui. Alors, quelles sont les conditions d'accès à une compagnie ou un syndicat, hormis les connaissances et les compétences reconnues par des pairs? Écoutez, je ne vais pas parler pour toutes les compagnies, mais enfin, si, je peux quand même dire, il y a des règles qui sont communes aux 3 ou 4, 5 grandes compagnies qui ont plus ou moins les mêmes règles.
C'est-à-dire que déjà, il y a un problème, il y a un problème central, c'est-à-dire, bon, il faut une assurance, ça c'est clair. Il faut une certaine ancienneté. Nous estimons que 10 ans, c'est le minimum. 10 ans. Il faut avoir 2 spécialités au maximum parce qu'il y a un oxymore qui dit expert généraliste. Ça n'existe pas, un expert généraliste. Un expert, il est spécialisé parce qu'on ne peut pas tout connaître, évidemment. Le généraliste, il n'est pas expert, il est généraliste. Donc, les conditions d'accès, c'est 10 ans d'ancienneté. Ça peut être un nombre de spécialités restreint, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. C'est une assurance, c'est un casier judiciaire vierge, c'est la reconnaissance par ses pairs, c'est par exemple avoir communiqué, fait des communications scientifiques, avoir participé à des ventes publiques, avoir fait des expertises importantes. Donc voilà, ce sont ça les conditions d'accès, si vous voulez, principalement. Quel est le statut des experts en Europe? Écoutez, le statut des experts en Europe, c'est que pratiquement, il n'y a pas de compagnie d'experts, sauf en France et une en Belgique. Donc, le statut des experts, d'abord, il n'y a pas de statut, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, n'importe qui peut se proclamer expert. Mais en plus, comme il n'y a pas de compagnie, alors qu'en France, quand même, n'importe qui peut se proclamer expert, mais il y a une différence quand, par exemple, vous dites expert de la CNE, ou expert de la CNES, ou expert du SFEP, ou expert du FNEPSA, ou expert du CEA. Vous voyez, le fait d'appartenir à une compagnie, c'est quelque chose de supplémentaire, et ça n'existe qu'en France. Alors, comment se passe-t-il en Grande-Bretagne? Est-ce que leur titre est-il protégé? Sont-ils encadrés juridiquement? Non, alors leur titre n'est pas protégé, ils ne sont pas encadrés juridiquement. Et donc, ils ne doivent rendre de compte qu'à la justice, ce qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, ils n'ont pas à rendre de compte à une compagnie. La différence en France, c'est que, si vous voulez, la compagnie peut demander des comptes à un expert indépendamment des décisions de justice en rapport avec est-ce que vous avez ou non appliqué, respecté les règles déontologiques que nous nous sommes librement fixées et que vous avez acceptées en rentrant dans cette compagnie. Donc, ça fait un filtre supplémentaire, si vous voulez, qui n'existe pas ailleurs. Alors, je crois qu'il y a plus. À quand ce label entre compagnies? Eh bien, bientôt. Pouvons-nous parler de l'obligation de dénoncer un faux? Ah, ça, c'est très délicat. C'est délicat parce que moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Normalement, je pense que juridiquement, quand on est en présence d'un acte délictueux, en principe, on doit le signaler. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours simple. Bon, d'abord parce que parfois, c'est le produit d'une erreur, c'est le produit d'une difficulté. Bon. Lorsqu'il s'agit de cas graves où on sent qu'il y a une filière, lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important, moi, ce que je conseille aux membres de la compagnie, en tout cas, c'est de me faire le signalement à moi, mais encore faut-il que cette déclaration de faux, elle soit le produit constatée par un certain nombre d'experts. Si par exemple, j'ai 4 ou 5 experts qui viennent me voir et qui me disent, voilà, dans telle vente, il y a tel problème, ou alors dans telle chose, il y a tel problème, qui me font un signalement, moi, je peux transmettre ce signalement au nom de la compagnie, ce qui fait que je protège l'anonymat des gens qui m'ont fait le signalement, mais pas protéger dans le sens de dénoncer et de se cacher, mais dans le sens de les protéger, parce qu'encore une fois, comme je vous ai indiqué, les conditions de sécurité ne sont pas toujours remplies, et que donc on se heurte dès qu'on fait un acte de résistance, ou qu'on dénonce telle chose, ou qu'on décide que telle chose est fausse, on est en but à une hostilité générale. Bon. Donc, c'est la compagnie nationale qui endosse cette responsabilité et qui peut s'adresser au procureur de la République, au Conseil des ventes, à l'OCDC pour faire un signalement. Voilà. Mais encore une fois, c'est la compagnie, c'est-à-dire que le président, moi, je prends en charge ce signalement. Pendant combien de temps un expert est responsable? Alors, un expert, la question de la responsabilité, c'est une question importante parce que c'est la question de la prescription. En vente publique, la prescription est de 5 ans. À partir du prix marteau, le marteau est tombé, c'est 5 ans. Si c'est une vente de gré à gré, donc pas dans le cas d'une vente publique, l'effet, c'est 5 ans aussi, mais avec effet glissant sur 20 ans. C'est-à-dire que si au bout de 19 ans, on constate qu'il y a un problème, à ce moment-là, ça joue encore. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence quand même. 5 ans et le reste, 5 ans, mais avec effet glissant sur 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ça peut être vos enfants ou vos petits-enfants qui peuvent être encore responsables. Si demain je veux devenir expert, quelles études dois-je faire? Alors, quelles études? Bon, ça peut être, vous savez, ça peut être, moi j'ai fait des études
historique, littéraire, j'ai été prof d'histoire pendant longtemps. Bon, ça peut être du droit, ça peut être une chose, mais l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, il faut pendant des années, être en contact avec les objets de la spécialité que vous avez choisie. C'est-à-dire voir les objets, c'est-à-dire les expertiser, les étudier. C'est pour ça qu'on dit 10 ans d'ancienneté. Ce n'est pas 10 ans d'ancienneté à la fac ou ailleurs ou dans un autre métier. C'est 10 ans d'ancienneté dans la spécialité. Donc, quelles études? Toutes les études sont bonnes. Enfin, je veux dire, ça peut être du droit, ça peut être des études littéraires, ça peut être des études, quelles qu'elles soient. Mais à un moment donné, il faut arriver, il faut entrer en contact avec l'objet et il faut pendant des années être en contact avec l'objet, s'habituer à cela, faire des études, faire des recherches. Donc, encore une fois, toutes les études sont valables, mais à un moment donné, il faut bien que vous travailliez, que vous rentriez en contact avec la profession, avec l'objet, et que soit vous travaillez chez quelqu'un, soit vous mettez à votre propre compte et pour devenir expert au bout d'un moment. Alors, un expert de vente a-t-il le droit de mettre des objets de son propre stock dans la vente dont il est expert? A-t-il le droit d'enchérir dans sa propre vente? Pratique assez courante, quoique discrète. Alors, un expert a le droit de mettre des objets dans la vente, mais à condition que les objets qu'il met dans la vente soient signalés par une astérix dans le catalogue, de façon à ce que les gens soient au courant que c'est un objet qui appartient à l'expert. Par contre, il n'a pas le droit d'enchérir dans sa propre vente. Avez-vous un exemple d'affaires dans lesquelles la responsabilité? Non. Je suis navré, non, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Si on interroge les experts dans la compagnie, sans doute auront-ils des exemples, mais moi, je n'en ai pas sous la main, pardon. Bon, je crois que c'est tout. Il n'y a plus de questions. C'est intéressant. Merci Frédéric. Ah ben voilà, très bien. Bon, pas d'autres questions? Non? Ah, merci beaucoup. Bon, très bien. Ça veut dire que les experts sont bons. Oui, ça veut dire que les experts sont bons. En tout cas, les experts, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils résistent. Vous avez vu tous les obstacles. Eh ben, ils résistent, ils résistent. Et puis, encore une fois, tous les jours, il y a des objets qui s'échangent grâce aux experts indépendants. Voilà. L'expert a-t-il des liens avec les institutions muséales? Bon, j'ai encore une question, je réponds. Moi, je considère que, si vous voulez, il y a toujours entre le marché de l'art et les institutions muséales, il y a un équilibre. Moi, je pense que les uns ont besoin des autres. C'est-à-dire que l'expert et le marché, le client, même le marché de l'art, les amateurs, les marchands, les experts, ils ont besoin des institutions publiques parce que c'est la référence ultime. C'est-à-dire c'est dans les musées qu'il y a le patrimoine, qu'il y a la mémoire collective. Et en même temps, je pense que les institutions muséales ont besoin du marché de l'art, ont besoin des experts. Pourquoi? Parce que les institutions muséales, par définition, elles sont conservatrices, c'est-à-dire qu'elles rassemblent, elles gardent pour les générations futures ce qui existe, ce qui est reconnu à un moment donné, alors que l'expert, le marchand, le collectionneur, eux, sont capables d'anticiper. Autrement dit, si je parle de ma spécialité, par exemple, les institutions publiques, c'est sûr que, par exemple, prenons un exemple, comme ça on extrapole, mais par exemple, Victor Hugo, c'était pas difficile de considérer que Victor Hugo, c'est important, il faut le garder. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, c'était déjà une gloire nationale, qu'il a écrit beaucoup, et puis que. Par contre, il a fallu quand même des collectionneurs privés pour comprendre que peut-être que les lettres de Rimbaud, dont tout le monde se foutait, qui n'étaient pas connues à l'époque, il faudrait peut-être les garder. Voilà. Vous voyez, bon, l'anticipation, la référence ultime, avec en plus le fait que, mais ça, c'est quelque chose qui se perd malheureusement, mais moi je pense que c'est un peu triste, c'est qu'un collectionneur, alors évidemment, les marchands diront, mais comment, ça sort du circuit, mais c'est pas possible. Mais un collectionneur qui passe sa vie à garder des objets, à collectionner des objets, il y met de l'argent, il y met de la passion, il y met de l'émotion. Et à la fin de sa vie, il se dit, mais bon, voilà, j'ai passé une vie à ça, et comment est-ce que je pourrais pérenniser ça? Et la seule façon de pérenniser, c'est faire que ça aille dans les collections publiques. Parce que grâce aux collections publiques, d'abord, ce n'est pas dispersé, c'est gardé, limité. Et en plus, ça passe aux générations futures sous cette forme. Alors évidemment, moi, je sais que quand je dis ça, j'ai beaucoup de critiques. On me dit, mais comment? Mais ça sort du marché, c'est plus pour nous, c'est fini. Mais je pense que le rôle du marché, de l'expert, etc., c'est pas seulement de négocier sur des choses qui ont tourné en rond, mais c'est des découvreurs. Donc je pense que là, notre vrai rôle, c'est d'être des découvreurs. Voilà. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout les rapports avec les institutions muséales, au contraire. Et moi, je pense que ça fait partie un peu de la déontologie, c'est-à-dire du respect qu'on peut avoir des institutions publiques, qui constitue quand même la mémoire collective, qui constitue finalement, bon, vous savez, Victor Hugo disait qu'il n'a pas de passé n'a pas d'avenir, et ce que nous
les choses que nous manipulons sont pour une bonne part des éléments de notre passé, de notre histoire, l'histoire de l'humanité, aussi bien les choses archéologiques, donc, qui se font l'objet d'un pillage, que les manuscrits, ou, enfin bref, toute une série d'objets. Alors, avec la montée des faux experts, y a-t-il beaucoup plus de signalements et permet à d'autres experts de taire quelques turpitudes dont ils sont au courant? Alors, écoutez, moi, avec la montée des faux experts, il y a beaucoup de signalements. Moi, je peux dire que oui, il y a des signalements parce que, par exemple, on me fait des signalements sur des ventes qui ont lieu, par exemple, où il y a parfois pas d'experts, parce que le commissaire-priseur a considéré, là en l'occurrence, il s'agissait de l'huissier de justice qui avait fait une vente, considéré que les objets, il n'avaient pas besoin d'experts et tout était faux. Donc ça, mais ça, c'est une maladresse, c'est une bêtise, c'est une mauvaise appréciation, si vous voulez. Par contre, des signalements, bah oui, il y en a eu, y compris au sein de la compagnie. Il y a des experts, il y a quelques experts, c'est rare, mais il y a des experts sur lesquels qu'il faut convoquer, auxquels il faut demander des comptes parce qu'ils n'ont pas répondu ou accepté ou respecté les règles déontologiques que nous nous sommes, encore une fois, librement fixées et qu'ils ont acceptées en rentrant dans la compagnie. Alors, bon, voilà. Le copinage existe. Le copinage existe, bien sûr que le copinage existe. Bien sûr, heureusement d'ailleurs qu'on a des copains. Alors maintenant, ces copains et coquins, ça c'est autre chose. Bon, il y a une difficulté. Le marché de l'art, c'est une difficulté, c'est que bien sûr, ça existe, mais bon, il faut faire avec, même si ça disparaît, ça a tendance à disparaître. Moi, souvent, je dis le marché de l'art, c'est un peu comme le monde féodal, c'est-à-dire vous avez des seigneurs et des vassaux. Bon, voilà, bon, ben ça, bon, ça existe, ça existe. Est-ce que ça va jusqu'au conflit d'intérêts? Pas toujours, pas forcément d'ailleurs. Hein. Pourquoi ça irait jusque-là? Mais bon, bah oui, ça existe. Hein, mais si, c'était très intéressant. Bon, ben merci. Voilà, bon, mais il n'y a plus. Non, il n'y a plus, là, il faut arrêter. Il n'y a plus. Astrid a envie de partir. Ouais, non. La pauvre. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que bon, j'ai répondu à votre attente, je ne sais pas, mais j'ai essayé de répondre à vos questions du mieux que j'ai pu. Voilà. Donc, merci encore pour votre accueil, parce que c'est vous qui m'accueillez, finalement. Et puis, je passe la parole à Astrid. Merci à tous de votre attention. Merci pour vos questions. Vous pourrez aussi nous en poser si vous avez encore des questions en vous adressant à la CNE, à cne@wanadoo.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine conférence. Vous recevrez les liens d'inscription prochainement. Ce sera Anita Van Elfren. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt, j'espère.